l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présente l'info dans le rétro. Vive la France! Lorsque je regarde ces mots que je viens d'écrire au tableau, je me demande si cette logique est aussi impeccable que les Français le croient et le disent. Quelle raison de donner deux N à sonner et un seul à sonore, deux N à rationnel et un rationalisme, etc. Deux N à honneur et un N à honorer. Honoré avec un seul N. Je le suis de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'info dans le rétro. Vous l'avez compris, nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission sur la réforme de l'orthographe. La linguiste Danielle Manès sera en plateau pour en discuter avec moi. Mais commençons cette émission avec un dossier politique brûlant, la révision de la Constitution. Et avant de regarder dans le rétro, un point d'actualité avec Stéphane Amalia. Première étape franchie. Le scrutin est clos. L'Assemblée nationale a donné son accord pour réviser la Constitution. Les députés ont largement approuvé le texte, 317 voix pour, 199 contre. Le gouvernement se dit satisfait. Après un long débat, et en étant, je crois, à la hauteur de l'exigence des Français, l'Assemblée nationale non seulement a approuvé cette révision de la Constitution, mais le vote, et vous l'avez bien remarqué, est au-dessus des 3/5 nécessaires pour obtenir la révision de la Constitution. Et sur ce plateau, Anne Levade m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, professeur de droit constitutionnel à Paris-Est, c'est l'université de Créteil. À Créteil. Créteil-Val-de-Marne. Et vous avez été active sur des réformes de constitution, en tout cas en préalable de réforme, à 2 reprises, je crois. Oui, dans 2 comités de proposition et de réflexion, l'un en 2002 sur le statut pénal du chef de l'État et l'autre en 2007, le comité Balladur. Bon, vous êtes donc parfaitement adapté pour cette émission. On va voir, avant de commencer, parce que c'est compliqué la révision de la Constitution, ça implique des tas de réglementations qu'il faut, à mon avis, un peu avoir en tête avant de commencer cette émission. Et on va convoquer un bon professeur de droit constitutionnel, c'est le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui en novembre 1977 est devant le Conseil constitutionnel et il explique un petit peu les conditions émises pour une révision de la Constitution. 2 points sont essentiels. Le premier est qu'aucune révision de la Constitution n'est possible que si elle est votée en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ensuite, le projet de révision doit être soumis au référendum. Le seul cas où le projet ainsi voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat n'est pas présenté au référendum est celui où le président de la République, je dis bien le président de la République, décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Et dans ce cas, le texte doit réunir la majorité des 3/5. Bon, ça doit être super clair, peut-être un peu de paraphrase. Donc pour réviser la Constitution de la Ve République, il y a 2 voies, soit par référendum, donc directement on pose la question au peuple, soit par la réunion du Congrès. Exactement, c'est-à-dire les 2 chambres. Alors, je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la révision de la Constitution, c'est dans tous les systèmes juridiques, et donc aussi en France, un moment important, parce que c'est le texte qui établit le cadre institutionnel dans lequel ensuite vont être votées les lois, adoptés les décrets, bref, fonctionne notre vie institutionnelle et politique. Il faut régler les rapports de pouvoir. Voilà. Du coup, l'idée dans à peu près tous les textes constitutionnels est que la révision de la Constitution doit revêtir une certaine solennité. C'est la raison pour laquelle c'est une procédure plus compliquée et en réalité une procédure par laquelle on cherche à aboutir, quoi qu'il en soit, à un consensus entre l'ensemble des institutions. C'est pour ça qu'on a imposé 3/5 et Voilà. le même texte dans les 2 chambres. Exactement. Imaginons par exemple qu'il ne faille pas l'accord des 2 chambres. On pourrait, par exemple, avoir une Assemblée nationale qui soit tentée de supprimer le Sénat. Et donc, bien évidemment, l'idée est que s'il doit y avoir une réforme, elles ne sont pas toutes d'égale importance. Certaines sont très techniques, d'autres sont beaucoup plus amples par leur objet, certaines ont une dimension, j'allais dire, politique très forte, d'autres sont beaucoup plus juridiques. Mais chaque fois, quand on touche ce texte fondamental, il est important, soit que l'on retourne vers le peuple, puisque c'est lui qui est souverain, soit qu'effectivement, on ait
au-delà de 50% plus 1 des parlementaires qui soient d'accord pour modifier le texte. Juste pour faire un petit peu d'histoire, parce que là on parle de la constitution de la Ve République, celle du général de Gaulle en 1958, mais les précédentes, la Troisième et la Quatrième, on était à peu près sur les mêmes idées de consensus républicain pour la réviser ou bien non? Alors, l'idée du consensus républicain, oui, on le retrouve entre les institutions. En revanche, ce qui était notable, c'est que le rôle du peuple n'était pas toujours le même selon les textes constitutionnels. C'est vrai que la Ve République a une histoire particulière qui a été voulue par De Gaulle avec le peuple, et donc une présence du peuple beaucoup plus forte. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'était deux régimes qui étaient très différents de la Ve République. La Troisième République, parce qu'elle a mis beaucoup de temps à s'installer. Il a fallu presque 5 ans au sortir de la guerre de 1870 pour adopter ce texte constitutionnel, qui d'ailleurs a une forme un peu particulière, et que l'enjeu majeur, c'était en réalité, et d'ailleurs il y a eu une révision en 1884 de savoir si on optait définitivement pour la République et on l'a voté, ou revenir vers la monarchie. Et puis 1946, c'est une révision, c'est une constitution particulière aussi, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 2 projets successifs. Un premier projet refusé en avril 1946, un deuxième sur lequel on se met d'accord, mais clairement quand même un régime qui faisait la part belle à l'Assemblée. Et donc, du coup, c'est vrai que les modalités de révision en étaient aussi l'illustration d'une certaine manière. Mais alors, la Cinquième, donc celle voulue, taillée, construite par le général de Gaulle en 1958, elle connaît une première révision très tôt, en fait, dès 1962, et ça a été un coup de force véritablement de l'exécutif. J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire, mais qu'on rentre par un moment très fort au Parlement. On est le 4 octobre 1962. Paul Reynaud, grand parlementaire français, prend la parole. Vous allez voir, les propos qu'il tient sont extrêmement durs envers la présidence et le général de Gaulle en particulier. Quant à nous, notre volonté de faire front pour la défense de la Constitution, c'est la conjuration de toutes nos traditions populaires et d'une longue tradition parlementaire. C'est la République qui répond non à votre projet, car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire. Pendant longtemps, on dira d'un homme politique comment a-t-il voté le 4 octobre. C'est notre honneur de parlementaire qui est en cause. Aussi, Monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Ça, c'est de la rhétorique parlementaire. Alors, juste pour bien comprendre, il faut revenir 2 ou 3 semaines avant. Le général de Gaulle va à la télévision et propose une révision d'ampleur, puisqu'il s'agit de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Si vous me le permettez, on peut même revenir un petit peu avant, parce que en 1958, d'abord, De Gaulle ne veut plus que le président de la République soit élu par les seuls parlementaires, ce qui était le cas sous la Troisième et la Quatrième République. Son idée est qu'il faut pas encore le suffrage universel, les esprits ne sont pas mûrs, mais un collège beaucoup plus large. Et en fait, il prend le collège qui aujourd'hui est le collège qui élit les sénateurs. Donc tous les élus locaux et les parlementaires sont en quelque sorte noyés à l'intérieur de ce collège électoral. En 1962, des circonstances historiques particulières conduisent à ce que De Gaulle, effectivement, décide de réviser le texte parce que, et il le dit dans cette allocution télévisée de septembre 62, il a réchappé à l'attentat du Petit Clamart, dans le contexte que l'on sait de la guerre avec l'Algérie. Et du coup, De Gaulle se dit qu'il a, ce qui est vrai, une légitimité particulière, que du coup il peut garantir en quelque sorte cette fonction d'arbitre du président de la République qui est au cœur de la logique de la Ve République, mais que ses successeurs, par la force des choses, et il le dit expressément, si je venais à mourir, voilà, n'auront pas la même légitimité. Et donc, pour restaurer cette légitimité, il propose de passer au suffrage universel direct. Alors, sauf que si ça crée autant de tensions au Parlement, alors on peut comprendre que les parlementaires soient un peu embêtés, puisque ça crée effectivement un système un peu particulier. Duverger parlera d'un régime semi-présidentiel, parce qu'il y a 2 autorités. Enfin, le Parlement, bref, c'est un peu plus compliqué, mais on est effectivement sur un Parlement qui sont un peu floués, mais doublement floués, parce que De Gaulle annonce vouloir passer par un référendum, mais en tordant un peu le bras de la Constitution. Plus que ça même, c'est-à-dire que effectivement, les parlementaires sont doublement floués. D'abord parce que, certes, ils n'élisaient plus seuls le président de la République, mais ils étaient les seuls à avoir, en tout cas à l'Assemblée, la légitimité donnée par l'élection au suffrage universel direct. Or, le président de la République élu au suffrage universel direct aurait la même légitimité qu'eux et renforcée en quelque sorte parce qu'il est seul.
Et deuxième chose, comme il sait que les parlementaires seront très hostiles à cette réforme, De Gaulle décide d'utiliser l'autre voie référendaire offerte par la Constitution, classique mais législative, c'est-à-dire qui normalement permet de voter une loi ordinaire. Et pas de réviser la Constitution. Jamais de réviser la Constitution, et dont la différence procédurale est majeure, c'est que le texte est présenté par l'exécutif et directement donné au peuple. Il n'est pas discuté par le Parlement. Exactement. Donc c'est l'article 11 plutôt que l'article 89. Voilà. C'est le seul à l'avoir fait. Et alors du coup, on comprend la colère du Parlement. Et quand il parle du vote du 4 octobre, on se souviendra, en fait, le vote a eu lieu le 5 octobre. Et c'est une motion de censure, la seule de la Ve République. Ça a effectivement, sur le plan institutionnel, une réaction en chaîne, mais qui est absolument passionnante pour un constitutionnaliste et un observateur de la vie politique, puisqu'effectivement, le lendemain du discours de Paul Reynaud, le gouvernement est renversé. Donc c'est la seule fois de la Ve République. Seule fois. En réplique, le président de la République décide d'utiliser ce qui est l'arme symétrique, c'est-à-dire de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'est pas obligé. Il n'y est jamais obligé. Nommer un autre gouvernement. Tout à fait. Premier ministre, ouais. Et du coup, ça correspond vraiment à la logique gaullienne. Si le référendum lui donne raison, si j'ose dire, c'est-à-dire si le oui l'emporte, évidemment, et d'une certaine manière, il le dit, si le non l'avait emporté, il aurait démissionné. C'est ce qu'il fera en 69, en utilisant la même sur une autre révision. Et bien sûr, dans la foulée, on réélit une assemblée qui, elle, est un raz-de-marée en faveur des gaullistes. Chapeau l'artiste, hein. Oui. Il y a un coup de force constitutionnel, mais chapeau l'artiste. Alors, on a l'impression, en vous écoutant, que le président peut un peu manier les choses comme il l'entend, mais ça, c'était le général de Gaulle. Parce qu'un peu plus tard, et vous l'évoquiez vous-même dans la justification de passer au suffrage universel direct, les successeurs n'auront pas forcément la même légitimité. Georges Pompidou va tenter lui aussi une réforme de la Constitution, et là, il va échouer, lui. On est le 16 octobre 1973 sur Antenne 2, à la veille du débat. Il ne restera sans doute pas beaucoup de places vides dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lorsque dans moins de 2 heures maintenant s'ouvrira le débat sur la réforme constitutionnelle. Il s'agira pour les 490 députés de se prononcer sur la révision de l'article 6 de notre Constitution, une révision proposée par le président Pompidou et qui tente à réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Pour que ce projet soit accepté, il faut qu'il soit voté par le Congrès du Parlement réuni à Versailles. Mais avant ce Congrès, chaque Assemblée doit se prononcer séparément sur le projet en termes identiques et à la majorité simple. C'est ce que font cet après-midi les députés, c'est ce que feront jeudi les sénateurs. Je vous rappelle que ce débat sera retransmis en direct sur la première chaîne à partir de 15 h. Un débat qui risque d'être aussi passionné que passionnant. Passionnant et puis perdant pour le président. En l'occurrence, ou en tout cas plutôt que de perdre, il a préféré renoncer. C'est-à-dire que le texte avait effectivement été voté par les deux chambres en termes identiques, mais que finalement Pompidou renonce à convoquer le Congrès parce qu'il considère qu'un échec au Congrès serait finalement une gifle en quelque sorte. Là, ça rappelle un peu l'actualité quand même. C'est pas le seul cas. Alors c'est pour ça que Manuel Valls tout à l'heure disait, et pour lui c'est très important, qu'il y avait les 3/5 à l'Assemblée sur le vote. C'est les 3/5 des présents, pas les 3/5 en tant que tels. Et on sait, il y a eu d'autres cas de figure dans lesquels, par la suite, sous la Ve République, après 1973, des présidents ont soit renoncé au Congrès, soit même, c'est un cas rarissime, mais en 1999-2000, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, Jacques Chirac a convoqué le Congrès et l'a finalement déconvoqué parce qu'il y avait un vrai risque que la réforme ne soit pas votée à la majorité des 3/5. Donc le président, la révision, il n'a pas à sa main, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc quand on voit aujourd'hui les difficultés pour réviser la Constitution, finalement, quand on l'inscrit dans un temps plus long de l'histoire, de la Ve République, c'est pas quelque chose d'absolument étonnant. C'est pas quelque chose d'absolument étonnant, en particulier quand on a finalement une Assemblée et un Sénat qui ne sont pas de la même couleur politique. Et là encore, c'est l'intérêt de cette procédure, parce que malgré tout, la révision doit aussi assurer, au-delà du consensus institutionnel, le consensus de toutes les forces politiques. L'idée, c'est que la révision doit être faite dans l'intérêt du pays, quoi qu'il en soit, et sans que ce soit derrière un enjeu de politique politicienne, en quelque sorte, qui l'emporte. Juste une dernière petite chose. Derrière vous, on voit des images des sénateurs et des députés qui arrivent à Versailles en 1974 pour une révision de la Constitution qui, elle, a fonctionné. Pourquoi à Versailles? Pourquoi on va dans un château? Pourquoi on va dans la monarchie? Pour une raison bassement matérielle, c'est que c'est le seul hémicycle qui puisse contenir l'ensemble des parlementaires en même temps. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anne Levade. Je rappelle votre dernier livre, un livre que vous avez dirigé sur l'élection présidentielle chez Dalloz en 2013. Merci beaucoup. Merci.
Et puis cette semaine, on a aussi beaucoup parlé d'accents circonflexes et de mots composés, bref, de la réforme de l'orthographe. Avant de plonger dans l'histoire d'un débat houleux et ancien, un rappel d'actualité. Jamais les mots oignon ou nénuphar n'auront autant suscité la polémique. Son objet, cette réforme de l'orthographe qui simplifie certains mots et rend facultatifs les accents circonflexes sur les i et les u sous prétexte qu'ils ne donnent aucune indication de prononciation. Maîtresse pourra donc s'écrire sans son chapeau. Les traits d'union disparaissent entre les mots composés comme portefeuille ou plateforme et l'orthographe pourra désormais coller à la prononciation. Événement pourra donc s'écrire événement. Cette réforme évoque aussi ce qu'elle appelle des anomalies. Ainsi, combativité peut désormais prendre 2 T, asseoir perd son E. Ce texte est en tout cas loin d'être nouveau. Il avait été rédigé en 1990 et validé par l'Académie française. La réforme était officiellement entrée dans les programmes en 2008 sans que cela ne fasse grand bruit. J'avais oublié de le dire, c'est un sujet de Solène Nicolas de Public Sénat. Daniel Manès m'a retrouvé sur ce plateau. Bonjour Daniel Manès. Bonjour. Vous êtes linguiste, professeur des universités. Oui. Et vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'orthographe. Oui, par la force des choses en fait, parce que l'orthographe est représentative de bien plus qu'elle-même. Ah oui, on va le voir, ça c'est sûr. Voilà, je m'occupe des problèmes de l'illettrisme, de l'entrée de la lecture. Je suis ce qu'on appelle une didacticienne, c'est-à-dire D'accord. Voilà. Bon, alors on va essayer de faire de la pédagogie. Voilà. Ici ensemble. Quand vous entendez les débats sur la réforme actuelle, les bras vous en tombent ou vous dites non, c'est légitime, un accent circonflexe, ça a du sens dans une langue? Non. Je pense que les débats sont plutôt navrants. Parce qu'ils sont menés par des gens souvent pas assez informés, enfin ceux que j'ai entendus, auxquels j'ai participé pour certains, puisqu'on me sollicite, je deviens une des madames orthographes disponibles. Bon, et pas informés parce que cette réforme n'est pas une réforme, mais une rectification qui touche des marges de la langue à tel point que des études ont été faites et que qui montrent que des adultes lettrés comme vous et moi ne s'aperçoivent que tardivement qu'on est en orthographe rectifiée dans certains textes, tellement elle touche peu de choses. On va remonter un peu, c'est le principe de l'émission, dans le temps, dans le passé, grâce aux archives de notre partenaire de l'INA. Et j'aimerais vous amener en 1965, Aristide Bellé, qui est un membre important de l'éducation nationale, puisqu'il dirige l'enseignement primaire. Il a, alors lui, la volonté d'une réforme beaucoup plus vaste. Vous allez voir, l'argument qu'il emploie est extrêmement intéressant, voire même assez malin. On est donc en 1965 à la télévision française. La langue française a la réputation d'être une langue cohérente et logique. Et évidemment, c'est une des qualités de la langue dont les Français sont le plus fiers. Lorsque je regarde ces mots que je viens d'écrire au tableau, je me demande si cette logique est aussi impeccable que les Français le croient et le disent. Quelle raison de donner 2 N à sonner et un seul à sonore, 2 N à rationnel et un rationalisme, etc. 2 N à honneur et un N à honorer, 2 F à siffler, un F à persifler. On pourrait multiplier ainsi des exemples surprenants et qui ne sont pas de nature à nous réjouir. Qui ne sont pas de nature à nous réjouir. C'est génial parce qu'il prend parce qu'aujourd'hui on dit toujours on enlève les accents circonflexes, on enlève les tirets, mon Dieu c'est une défaite de la France, c'est le déclin. Mais lui il dit le contraire, il dit on se targue d'avoir une langue rationnelle, nous sommes le pays de la raison, Descartes, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et bien on va rationaliser l'orthographe. Bien sûr. Alors, qui est le on dont vous dites qu'il se désespère à la disparition ou à la soudure d'un mot ou d'un trait d'union? C'est une espèce de on indifférencié et pas très bien informé, parce qu'on ne touche pas à la langue en touchant les petits éléments de l'orthographe qui sont proposés pour l'instant. Parlons de ce dont Bellé parle, et ça c'est beaucoup plus intéressant, car je suis pour ma part tout à fait favorable à la disparition des doubles consonnes, comme tous les Espagnols qui ne sont pas idiots et qui ont de grands écrivains, comme les Italiens, comme les Roumains, comme les Portugais. Pour autant, cette réforme proposée par Aristide Bellé, elle ne verra pas le jour. Elle ne verra pas le jour. La Société des gens de lettres s'y est opposée absolument. Tout à fait. Et ça ne donnera rien.
Pourtant, il y a des... Mais alors, c'est quand même une spécificité française, parce qu'en regardant un peu, il y a d'autres pays qui ont fait des réformes d'ampleur radicale. Les pays voilà, dont l'Espagne. Que nous circoncite là. La Real Academia. Alors, pourquoi chez nous c'est aussi compliqué? Alors que c'est ça compliqué semble... parce que ça a été un enjeu populaire formidable, la conquête de la langue française. Dans un pays qui s'est acheminé à partir de la Révolution française, enfin de 92, mettons, vers l'alphabétisation pour tous, avec la construction d'une école qui a supposé que les enfants gagnent d'abord la langue nationale. Et qu'il y a une identification populaire de la conquête de l'école et du savoir avec celle de la langue nationale, d'une part. Dans ses complexités. Dans ses complexités. Car l'orthographe du français, elle est beaucoup plus compliquée que celle... elle pose beaucoup plus de problèmes que l'orthographe de l'espagnol dont je viens de vous parler. Donc, il y aurait un peu l'idée de devenir français, c'est aussi faire l'effort de cette langue difficile. D'apprendre cette langue. Et puis surtout, on en a tellement pris plein la tête pour l'apprendre. Oui, non, les instituteurs, les jeunes fils du peuple qui sont devenus instituteurs, c'est eux qui vont faire échouer la première tentative de réforme de l'orthographe par Jules Ferry à la fin du 19e siècle. Alors faisons un grand saut de 100 ans parce que cette réforme que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux, on l'entendait tout à l'heure dans le sujet, elle n'est pas si nouvelle. J'aimerais vous plonger en 1989, le 8 février. Vous allez entendre Hervé Claude qui présentait à l'époque le journal de 20h sur Antenne 2. Faut-il simplifier l'orthographe du français? Beaucoup d'entre nous le pensent, et surtout les écoliers qui ont bien du mal avec les finesses, les subtilités et les exceptions de l'orthographe française. Cette fois, ce sont des experts, tous professeurs d'université respectés, qui soulèvent le lièvre. Ils partent en guerre contre l'accent circonflexe ou contre les anachronismes, j'y arriverai, de notre orthographe. L'orthographe, comme la langue, disent-ils dans un article du Monde, doit évoluer. La dictée, un parcours du combattant redouté par tous les élèves. La maîtrise de l'orthographe, un obstacle pour beaucoup de Français. Aujourd'hui, les chercheurs proposent de supprimer les pièges dus à la longue histoire du français. Les écoliers et les lycéens n'ont pas besoin de les connaître et surtout, cela complique leur tâche. Par conséquent, je considère que sur certains points, on peut suggérer une simplification en laissant deux graphies. Charrette 2 airs, chariot un seul. On voit que ce n'est pas du tout le même argument de celui de 1965, parce que là, désormais, et on comprend là, les critiques qui peuvent arriver après, simplifier parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on arrive à faire des choses quand on les comprend. Et l'école, c'est en principe sa fonction de faire qu'on apprend des choses parce qu'on les comprend. Alors bien sûr, on peut apprendre par cœur. Et de toute façon, l'orthographe du français, la marche est très étroite. On a 4000 monosyllabes dans cette langue. Si on écrit « o », tout ce qui se prononce « o », on ne pourra plus lire. On ne comprendra plus. Alors justement, il y a effectivement, on a peu de temps. On a peu de marge. Et peu de marge et peu de temps dans l'émission. J'aimerais vous montrer une du Nouvel Observateur en 1985. Les Français malades de l'orthographe, voilà, c'est devenu pratiquement l'indicateur, le témoin du malaise d'une société à la dérive. Il y a une autre raison aussi, c'est que la dictée d'orthographe a été le piège qui fait réussir ou échouer à les premiers examens populaires, le certificat d'études, ça fait jamais que 20 ans qu'il a disparu, mais qui est quand même le premier examen de promotion populaire. Et il y a une espèce d'identification inconsciente. Bon, mais je pense qu'il y a un travail d'explication simple à faire et personne n'en veut à la langue. Et tout le monde l'aime, cette langue. Voilà, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Daniel Ménès, je rappelle l'un de vos derniers livres, Orthographe, à qui la faute, précisément pile sur le sujet chez ESF il y a quelques années. Voilà. En tout cas, on le trouve encore et c'est à lire en 2007. Voilà, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je vous en prie, au revoir. Et avant mon choix culture de la semaine, une pensée à tous les timides qui affrontent la Saint-Valentin chaque année avec une grande angoisse, une boule au ventre. J'ai trouvé une solution en 1953. Comme chaque année depuis 2 ans, les timides se sont rués avec timidité au bal des timides qui, pour n'être pas encore reconnu d'utilité publique, n'en a pas moins à la fois sa valeur humanitaire et son élection d'une Miss Timidité. Le but de cette sensationnelle et curieuse trouvaille est sans doute d'abord de rapprocher des êtres qui s'adoreraient bientôt, s'ils osaient se le dire, mais surtout, au fond, de faire d'un timide breveté un être qui ne l'est plus, voire un audacieux, car Dieu seul sait où s'arrête un timide. Bon, pas persuadé qu'une soirée entre timides, ça donne grand-chose. Pour terminer, un livre ultra stimulant intellectuellement
qui s'interroge sur un genre historique et littéraire très à la mode aux États-Unis, l'Uchronie. Que se serait-il passé si Kennedy n'avait pas été assassiné, si Louis XVI n'avait pas été reconnu à Varennes? Bref, s'interroger sur les possibles pour s'amuser, certes, mais pas seulement. Le pari des auteurs, Quentin Dulermoz et Pierre Singara-Vellou, c'est pas facile à dire, c'est que l'Uchronie ou l'histoire contrefactuelle, comme il l'appelle, peut nous permettre de mieux appréhender l'histoire, car elle nous pousse à nous plonger entièrement dans le passé, à faire corps avec lui, seule condition pour envisager sérieusement, c'est possible. C'est édité ces jours-ci au Seuil. Et pour terminer, comme chaque semaine, une speakerine vient vous dire au revoir à ma place. Celle-ci vient de Picardie et de 1968. Notre émission est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon dimanche. Dans quelques instants, vous pourrez retrouver sur la chaîne nationale votre émission du samedi, Accords d'accordéon. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.